Salut à tous et bienvenue dans la suite de cette série de vidéos consacrée au monde de l'art. Maintenant qu'on a fait le tour de ceux qui critiquent, passons à ceux qui valident les œuvres d'art en les exposant. J'ai nommé le monde qui montre. La première chose à laquelle on pense quand on parle de lieux ou voir de l'art, ce sont bien sûr les musées. Les musées sont des lieux d'exposition publics, ouverts à tous. Typiquement, un musée proposera une collection permanente et une ou plusieurs expositions. Un musée, physiquement, c'est un ensemble de galeries où les visiteurs peuvent admirer des œuvres. Donc quand j'emploie le terme galerie, ici, je sous-entends systématiquement galeries publiques, qui n'ont pas, contrairement aux galeries privées, de fin commerciale. Mais avant que je n'entre dans trop de détails, commençons par un petit retour historique. Le premier musée a été construit vers 280 avant Jésus-Christ à Alexandrie, mais c'est avant tout un collège d'érudits et le fait qu'il abrite une collection d'art est finalement assez secondaire. Au Moyen-Âge, existent aussi des collections d'objets d'art, que ce soit les trésors des églises ou les ensembles de tapisseries et autres tableaux des demeures des nobles. En termes de visibilité, les premières, les œuvres religieuses, peuvent être vues dans les églises lors de cérémonies. Et encore dans la limite de ce qui était montré. Quant aux œuvres embellissant les châteaux, on imagine bien à quel point elles n'étaient vues que par un nombre très restreint. Il faut attendre la Renaissance pour que le concept de galerie d'exposition visitable par le plus grand nombre n'apparaisse. Le XVIe est notamment très riche en expositions dédiées à l'histoire naturelle, puisque c'est l'âge d'or des explorations et donc des cabinets de curiosité. Mais jusqu'au XIXe, les galeries d'exposition sont avant tout là pour montrer des collections privées ou pour vendre des œuvres, et les musées d'art sont des lieux de formation où les étudiants et artistes viennent copier des œuvres. Cependant, la multiplication à travers le monde des musées va avoir une conséquence majeure pour l'art. C'est l'importance qu'on accorde à l'authenticité. En effet, avant l'émergence des musées, les copies n'étaient pas aussi mal perçues qu'elles le sont aujourd'hui. Un bon copieur vendait aisément ses reproductions, qui étaient accrochées sans honte au mur de tel ou tel château. Après tout, c'était l'œuvre qui intéressait ceux qui l'achetaient, et savoir si d'autres toiles similaires existaient leur importait peu. Mais avec le développement des musées, et surtout leur multiplication au XIXe siècle, l'existence de copies devient problématique. En effet, qu'est-ce qui fait le prestige d'un musée si un autre possède des œuvres similaires ? Si le Met à New York possédait une deuxième Joconde, le Louvre perdrait certainement de sa superbe. Les musées ont donc largement participé au façonnement de l'art et de la manière dont il existe et est considéré de nos jours. Et aujourd'hui encore, les musées jouent un rôle important dans l'appréciation de la production contemporaine. Les musées modernes naissent entre les deux guerres mondiales, alors que les lieux d'exposition existants, trop peu consacrés aux artistes vivants et jugés conservateurs, sont remis en cause. Alors que fleurissent les musées d'art moderne partout dans le monde, la manière d'exposer va aussi être repensée. Adieu les vitrines surchargées d'objets, les murs de cadres bord à bord, les larges canapés où on doit pouvoir admirer les œuvres comme dans son salon. Avec un art qui s'intellectualise, on veut au maximum isoler l'œuvre et la mettre en valeur pour elle-même. Comme la notion d'esthétique a évolué, la volonté de reproduire des intérieurs bourgeois devient obsolète, puisque si on va voir des œuvres d'art, c'est pour ce qu'elles provoquent émotionnellement et intellectuellement, pas pour les imaginer dans sa salle de séjour. La manière d'exposer devient une science, la muséologie, et elle va, vers 1975, trouver son cheval de bataille dans le White Cube. Le cube blanc, c'est littéralement l'espace le plus minimal qui soit, où rien ne doit venir déranger la perception de l'œuvre. C'est encore pas mal employé de nos jours, même si on commence à voir surgir dans certains musées des murs de couleurs, des textes avec illustrations, des effets lumineux, etc. Bref, les expositions d'œuvres d'art à fin non lucrative se répartissent entre les musées et les fondations. Les premiers sont publics, ils dépendent donc du ministère de la Culture et ont un budget décidé par l'État. Ce budget, ils en font généralement deux choses. Ils achètent des œuvres pour leur collection permanente et ils montent des expositions. Pour un artiste, avoir ses œuvres dans une exposition collective ou personnelle, c'est un grand pas dans sa carrière. Le pouvoir de validation des musées est énorme, et plus ils sont importants, comme le Centre Pompidou, la Tate moderne, le MoMA, j'en passe et des meilleurs, plus ce pouvoir est décisif. Mais bien sûr, avec un grand pouvoir viennent de grandes responsabilités, et les musées doivent s'assurer un nombre maximum de visiteurs, donc ils évitent de prendre trop de risques.
Et pour ça, ils suivent avidement les critiques d'art et les codes des artistes. Et puisque je parlais du pouvoir des collectionneurs dans ma précédente vidéo, en voici un exemple parlant. Imaginons un artiste, Maurice, et un collectionneur super influent, Francis-Henri Léopold. Maurice est un artiste qui a eu son heure de gloire, mais est un peu tombé en désuétude. Et puis Francis-Henri Léopold décide, pour une raison ou une autre, d'acheter une douzaine de ses toiles récentes. Un musée sait que l'achat des toiles de Maurice par Francis-Henri Léopold va redorer le blason de l'artiste. Et il sait aussi que Francis-Henri Léopold prête souvent des œuvres au musée pour ses expositions. Donc il vaudrait mieux que le blason de Maurice soit redoré de toute façon. Donc le musée organise une rétrospective des œuvres de Maurice. Et j'ai changé des noms, mais tout ça c'est vrai, hein. C'est même une expo sur laquelle j'ai bossé. D'ailleurs, je ne parlerai pas plus d'exposition, car je compte faire une vidéo entièrement dédiée au sujet, parce qu'il y a plein de choses à dire. Les musées, comme ce sont des institutions publiques, ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi. Par exemple, l'acquisition d'œuvres au sein de la collection permanente est très contrôlée. Il y a un comité d'acquisition qui se réunit et un département entier est dédié à la gestion de la dite collection, de son entretien et au monitoring de son budget. D'ailleurs, quand un musée français acquiert une œuvre au sein de sa collection, elle y est pour ainsi dire bloquée, tandis que de nombreux musées américains, eux, revendent les œuvres qu'ils ont achetées. L'alternative à ces institutions publiques, ce sont les fondations. Vous pouvez les voir comme des musées privés qui ont été créés par des individus comme la Maison Rouge à Paris, fondée par Antoine de Galbert, soit par des entreprises, avec la Fondation Cartier par exemple. Mais si les fondations ne sont pas soumises aux impératifs du gouvernement, elles ne bénéficient pas non plus de son soutien. Leurs budgets proviennent donc à 100% des fondateurs, entreprises ou particuliers, et des revenus obtenus grâce à la vente de tickets. Donc même sans le joug étatique, il ne faut pas croire que les fondations peuvent faire ce qu'elles veulent. Quand elles veulent présenter des artistes méconnus, le moyen le plus safe de le faire, en général, c'est de proposer des expositions thématiques et collectives. Après, une fois qu'une fondation a une réputation assez solide, elle peut se permettre de faire la promotion d'artistes peu connus, dont le nom seul ne fera pas venir les visiteurs, qui viendront plus parce qu'ils ont confiance en la fondation. C'est à la fin du 19e siècle qu'est créée celle qui est aujourd'hui la plus connue des biennales d'art, la Biennale de Venise. Je la prendrai comme exemple, mais il faut savoir qu'il existe un nombre assez hallucinant de biennales à l'heure actuelle, des plus grosses comme la Biennale d'Istanbul, à des plus petites comme celle de Liverpool. Le principe des biennales, c'est qu'un certain nombre de pays participants sont invités à y présenter un ou plusieurs artistes de leur choix. Donc à Venise, les pays pouvant se le permettre possèdent un pavillon et choisissent ce qu'ils y montrent. C'est super important pour le rayonnement culturel de chaque pays, et lorsqu'on visite une biennale, on se rend compte de choses très intéressantes. On voit surgir des modes, des thèmes récurrents, des sujets ou des formats qui se répètent. Les préoccupations de l'art contemporain deviennent assez évidentes durant les biennales, qui du coup sont à la fois assujetties à ces modes et les perpétuent en même temps. Les biennales sont soumises à critiques qui peuvent assassiner ou mettre au nu tel ou tel pavillon, ridiculisant l'artiste choisi et son pays d'un seul coup, ou l'inverse. Le monde de l'art est globalement très attentif à ce qui s'y passe parce que les biennales sont un condensé très révélateur des tendances de l'art contemporain. Mais il ne suffit pas à un artiste d'être exposé dans les plus grands musées ou dans les meilleures biennales pour se stabiliser dans son statut de gloire. Parce que le monde de l'art, c'est aussi un monde dessous. Et la dernière partie de cette série parlera donc de ce monde qui vend. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Normalement la suite est pour bientôt, donc je vous invite à guetter sa sortie. Et en attendant, je vous souhaite à tous une superbe journée.